On parle d'être humain, la nature humaine et sa plénitude d'Abraham Maslow. Donc c'est un livre qui a été écrit par Abraham Maslow. C'est un livre de 1970. Voilà, 71, je crois que c'est posthume limite. C'est son dernier livre. C'est aux éditions Erol. C'est un gros livre, hein, c'est un livre qui fait plus de 370 pages et c'est un grand format, donc on est sur quelque chose qui est aux alentours, hein, sans aucun problème, des 500 pages, s'il était en plus petit format, un gros pavé. C'est un livre qui, donc je le disais, c'est son dernier livre, donc ça couronne un peu sa carrière et c'est un livre qui est rempli, hein, d'idées. Donc on va dire que c'est un livre qui déborde un peu du champ traditionnel de la psychologie et qui se veut comme une exploration de la nature humaine. Là-dedans, Maslow, il compile énormément de choses. Donc au départ, il compile euh, tout ce qu'il a pu, je dirais, étudier de son vivant. Hein, voilà, donc c'est vraiment un livre qui est graduel, c'est-à-dire que voilà, au départ, on fait un constat sur tout ce qu'il a pu observer de manière clinique dans sa vie. Donc c'est une vie, hein, à faire ça. Et ensuite, il nous propose ses intuitions, des pistes de réflexion pour les générations qui vont suivre, pour les gens qui vont prendre sa suite. Et, euh, et c'est en ça que c'est un livre, je dirais, intéressant, étant donné que c'est le livre d'une vie. L'auteur, c'est Abraham Maslow. Il est né en avril 1908 à New York. Il est mort en juin 70 à Menlo Park, en Californie. Donc psychologue américain humaniste, il est considéré comme le père de l'approche humaniste en psychologie. Il est connu pour son amour, appartenance, estime et également auto-actualisation. Hein, voilà. Donc c'est une référence, hein, pour de nombreux psychologues dans le monde entier. Il a notamment été, comment dire, popularisé à travers ses approches de psychologie du travail pour l'étude de la motivation. Voilà, c'est un mec qui est une pointure, on va pas dire autre chose. Euh, il a fait énormément de choses dans sa vie. Il a passé sa vie à étudier le comportement humain, à essayer de définir ce que c'était que la motivation. C'est quelqu'un qui a eu une influence euh, importante et certaine sur ce qu'on pourrait appeler la psychologie d'aujourd'hui, je dirais, voilà, un peu général, mais également aussi, il est très orienté entreprise. Et d'ailleurs, dans le livre, hein, qui date de 71, donc il l'a écrit en 70, puisqu'il est mort en 70, donc il a dû écrire ça en 69-70, il parle beaucoup du travail, de la psychologie au travail et tout, et il est très avant-gardiste, hein, à ce niveau-là, et dans le livre, on retrouve beaucoup de choses qui sont actuellement utilisées dans toutes les formations de management que vous pouvez trouver. Donc pardon, et qui a fait quelque chose de mondialement connu, qui est la pyramide de Maslow. Voilà, sachant que ce travail, il est plus profond et il est plus complexe, hein, que ce qu'il n'y paraît. Un avertissement en préambule sur cette vidéo, elle sera pas exactement comme d'habitude. La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je compile différents passages, hein, que je vous l'ai expliqué, hein, comme des faisceaux à travers le livre. Hop, je pique ce qui se regroupe et je les regroupe par thème. Et puis je vous les expose un peu ce qu'a fait l'auteur. Là c'était trop complexe et il y avait beaucoup d'idées. Donc j'ai opté pour une autre technique qui consiste à regrouper des parties des textes pour en faire un texte lu. Donc vous étonnez pas si le ton est monocorde et si vous n'avez pas l'impression que je discute comme d'habitude sur les sujets et que j'énumère les choses comme d'habitude. C'est normal. Je l'ai un peu structuré différemment, étant donné la complexité des idées qui sont proposées. Voilà, j'ai préféré faire quelque chose qui sera, je dirais, plus concis et plus simple pour l'écoute. Voilà, bon visionnage. Alors pourquoi lire ce livre? Très bonne question. Déjà, premièrement, pour changer un peu, parce que on fait pas mal de livres d'histoire ici, ou des livres un peu d'actu, et là, c'est vrai qu'on se dit, bah tiens, on va rentrer. On avait déjà fait la psychologie clinique transculturelle. Et là, on se dit, oh bah tiens, on va en tenter un autre. Abraham Maslow, c'est aussi un auteur qui est, comme je le disais, mondialement connu.
C'est quelqu'un que j'ai étudié quand j'étais moi-même à l'école, puisque la pyramide de Maslow est quelque chose que j'ai étudié quand j'étais en première ES, si ma mémoire est bonne. Donc c'était un auteur avec lequel, de nom, je suis familier, et avec lesquels certains concepts, j'étais familier. Et aussi parce que ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre de synthèse, donc c'est son dernier livre, hein, et c'est le sommet de son œuvre, il y a écrit au dos du livre, hein, voilà. Et que ça réunit le résultat de ses recherches et ses intuitions majeures, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est intéressant de voir, je dirais, d'apprécier le travail final de quelqu'un qui a passé sa vie sur un sujet, qui a été passionné et qui a cherché à essayer de comprendre la nature humaine, à essayer j'allais dire de la décomplexifier. C'est pas vraiment de la décomplexifier, mais plutôt de la définir, d'essayer d'en trouver les vecteurs, lui permet de s'améliorer, de pas s'améliorer. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, dans ce livre. Je pourrais pas retranscrire tout ce qui est dit dedans, mais c'était un livre qui était intéressant à certains égards, et donc je pense que ça méritait une lecture et ça méritait une vidéo. Et donc, vous allez pouvoir apprécier ça dans les minutes qui viennent. La théorie de la métamotivation. Le tout découle d'un principe général qu'on peut exposer comme suit. Les motivations des gens peuvent se situer à différents niveaux de hiérarchie. Nous devons distinguer deux niveaux de motivation. Le premier, celui où on cherche à satisfaire ses besoins élémentaires. Et celui où, ceci satisfait, on cherche à satisfaire les besoins supérieurs. C'est ce qu'on appelle la métamotivation. Cette théorie de la métamotivation repose sur cette opération à prendre les individus supérieurs, soit ceux qui perçoivent mieux les faits, mais aussi les valeurs, et de postuler que leurs valeurs suprêmes sont celles valables pour toute l'espèce. En d'autres termes, un individu peut avoir une existence d'ordre supérieur ou inférieur, et celui d'ordre supérieur doit être considéré comme une référence. Si on postule que les besoins fondamentaux constituent l'unique motivation des humains, alors ceux dont tous les besoins sont satisfaits sont non motivés. Ils sont donc plus spontanés, ils sont des êtres d'expression. Cette formulation a l'avantage d'être compatible avec le concept de névrose comme mécanisme classique d'affrontement du réel et la tentative de satisfaire les besoins du moi profond. Les valeurs antiques rajoutent un pan de ramification dans le développement de soi qui se comporte comme des besoins, d'où le nom que l'auteur leur donne de méta-besoins et qui fait que leur carence nourrit certaines pathologies. La hiérarchie des besoins fondamentaux précède les méta-besoins. Pour chercher à satisfaire les méta-besoins, il faut au préalable avoir satisfait les besoins fondamentaux. Cependant, il n'est pas automatique, une fois ces derniers satisfaits, de passer aux méta-besoins. Les méta-besoins sont équivalents en moyenne, et ils sont classés par ordre d'importance selon chaque individu. Quelles conséquences ? Tous les besoins fondamentaux atteints tendent à être oubliés. Ils cessent d'exister de manière consciente. Par conséquent, un individu aura tendance à chercher et désirer toujours ce qui se trouve au niveau immédiatement supérieur à celui atteint dans la hiérarchie des besoins. Ceci fait dire que l'homme ne s'arrêtera jamais d'essayer d'améliorer son sort. L'humain saura toujours faire sien son bonheur pendant quelque temps, puis cherchera autre chose pour se satisfaire toujours plus. Puisqu'on ne se peint pas de trucs sophistiqués si les fondamentaux ne sont pas couverts, l'auteur situe le niveau de développement selon les plaintes qui sont formulées. Le rôle de la science. Le premier grand problème universel est de fabriquer le bon individu. Et l'autre grand problème, c'est la société adéquate. Il y a une symbiose entre le bon individu et la société adéquate. Chacun a besoin de l'autre et est la condition de l'autre. Ce sont les deux problèmes fondamentaux, et la plupart des progrès technologiques doivent tendre vers ce but. L'auteur insiste donc pour que la science naisse de l'être humain, de ses passions, de ses intérêts. Elle doit avoir un code éthique et avoir le bon pour l'être humain dans le viseur. Une des stratégies pour y arriver serait de chercher le retour synergique entre aspiration à santé mentale et aspiration à santé physique. Le lien entre maladie et variables psychiques, personnelles ou sociales est de plus en plus sûr.
Aussi, fabriquer de bons individus et améliorer leur santé mentale peut probablement allonger leur espérance de vie et réduire leur sensibilité aux maladies. En résumé, la perte de la satisfaction des besoins de sécurité, que sont protection, appartenance, amour, respect, estime de soi, identité, accomplissement, engendre maladie et carence qu'on peut regrouper sous le nom de névrose et psychose. Exactement comme si privé de vitamines, on développe des carences et des maladies physiologiques. La société adéquate est, par conséquent celle qu'on vise comme objectif, l'accomplissement de tous les individus. Celle-ci implique deux questions. La première, a-t-on une idée fiable de ce qu'est un individu sain ou idéal? La seconde, est-il envisageable d'améliorer la société avec cette idée claire en tête? L'auteur nous propose deux types de sociétés. Premièrement, les sociétés à synergie élevée. Ce sont celles où les institutions sociales ont pour objectif de dépasser l'opposition entre égoïsme et altruisme. Celles où l'intérêt personnel se conjugue à l'intérêt collectif. On pourrait dire que c'est celle où la vertu paie. Les sociétés à synergie élevée ont par exemple une bonne répartition de la richesse. En face, nous avons les sociétés à synergie faible. Celles-ci, en opposition, valorisent l'égoïsme plus que l'altruisme et où l'intérêt personnel se confronte à l'intérêt collectif. Par exemple, elles font une canalisation de la richesse, c'est-à-dire que la richesse reste chez les riches et la pauvreté engendre la pauvreté. En exemple, pour illustrer, l'auteur nous propose l'étude des sociétés primitives indiennes, où l'homme le plus riche est celui qui ne possède rien, mais qui accumule de la richesse avec son travail, puis la redistribue. Cela s'applique également à la religion. Une société à synergie élevée va avoir un Dieu aimant, et une société à synergie faible, un Dieu vengeur. On remarque que chez nous, dans notre modèle social, on a évidemment les deux, mais que c'est le modèle de société à synergie faible qui gagne du terrain. La canalisation de la richesse, par exemple, ou la mauvaise répartition fiscale l'illustre parfaitement. Plus loin, l'auteur se demande si tout penseur social normatif ne peut envisager la paix universelle. Qu'est-ce que le bon individu? L'homme est une hiérarchie de besoins dont la base est biologique, et la pointe est spirituelle. Comprendre et intégrer les fondements biologiques et structurels pour tendre vers la complétude humaine est nécessaire. Connaître son animalité, sa place dans l'espèce, est nécessaire. La biologie interne, l'auteur l'appelle instinctoïde, et il plaide pour l'idée qu'elle est la base des valeurs de vie spirituelles ou philosophiques. Ce qui nous donne un paradoxe intéressant. Plus on plonge profondément dans le moi unique et particulier, à la recherche de notre propre identité, de notre identité individuelle, plus on retombe sur l'espèce humaine tout entière. Ainsi, passé un certain niveau, notre moi fusionne avec l'espèce. Être un humain complet, c'est identifier ce en quoi on est unique, tout en apprenant en même temps ce en quoi on est similaire aux autres en tant qu'espèce. Ainsi, si l'on doit donner une définition complète de la personne ou de la nature humaine, elle doit forcément inclure les valeurs intrinsèques qui sont des valeurs instinctoïdes. Ces valeurs sont nécessaires pour éviter la maladie et donc pour devenir un bon individu, entre guillemets, comme l'appelle l'auteur, un individu sain, atteindre l'humanité complète. On nomme la maladie résultant de carences de valeurs intrinsèques la métapathologie. Un exemple, la métapathologie de la jeune génération aisée américaine provient en partie de la privation de valeurs intrinsèques, provient de l'idéalisme frustré et de la désillusion engendrée par une société vue à tort comme uniquement motivée par des besoins inférieurs, animaux ou matériels. La définition de la névrose est de rater ce qu'on aurait pu être, voire ce qu'on aurait dû être, si on s'était développé biologiquement sans entrave. On peut la qualifier d'échec du développement personnel. Le cadre de référence considère la névrose comme une situation pathologique descriptible, mais on peut la voir aussi comme le tâtonnement vers l'humanité complète, davantage aiguillé par la peur que par le courage.
La névrose, ainsi, peut être perçue comme une lutte visant à l'accomplissement, si on considère que le conflit est un signe de santé par rapport aux individus apathiques. L'intégration est un caractère de la santé psychique. Ainsi, les individus sains sont plus à même d'être spontanés et expressifs. En général, ils perçoivent mieux la réalité et se perçoivent mieux eux-mêmes. Aussi, dans ce cadre-là, il faut repenser le rapport à l'inconscient. Il a une mauvaise presse, alors qu'en réalité, intégrer l'inconscient est une bonne chose à faire. L'inconscient n'est pas que source de névrose, il peut aussi être source de joie ou d'accomplissement. Freud a pensé l'inconscient comme un mal indésirable, mais nous sommes en train de corriger cette erreur. Il existe un inconscient bien, source de joie, de créativité, de bonheur, et un inconscient malade. Par exemple, la masculinité et la féminité sont à la source de nombreux problèmes de communication. Un homme dont la culture, et lui-même, rejette sa part de féminité, communiquera forcément plus difficilement avec les femmes, combattant à travers cette communication sa propre part de féminité. L'antagonisme entre les sexes est donc largement une projection extérieure de l'antagonisme entre masculinité et féminité intérieure. La paix entre les sexes ne pourra venir que de la paix avec soi. Et intégrer la bisexualité psychologique, à savoir accepter sa part masculine ou féminine, qu'on soit homme ou femme, permet d'être une personne plus intégrée. Aussi, pour conclure, on citera Fromm. La pathologie consiste essentiellement à vouloir ce qui n'est pas bon pour nous. L'expérience paroxystique. Sur le plan observationnel, l'individu créatif dans la phase primaire, c'est-à-dire c'est la phase stimulatrice de la fureur créatrice, perd toute notion de passé et d'avenir pour se perdre dans le présent. De cette expérience, il en ressort un vécu d'exaltation, de béatitude ou d'extase. C'est ce qu'on appelle l'expérience paroxystique. Cette expérience paroxystique, bien qu'individuelle, est une généralisation des meilleurs moments de l'existence d'un être humain. Joie profonde, extase, béatitude, ravissement. Aussi, en étudiant chacune des expériences paroxystiques que l'auteur a pu rencontrer à travers ses multiples entretiens avec ses différents patients, il a découvert qu'elles ont toutes des traits communs. Et donc, il a imaginé et défini cette appellation d'expérience paroxystique qui permet de généraliser le propos sur une ou toutes les expériences en même temps. Au cours de ces expériences, le monde paraît plus nu, plus vrai, plus honnête pour ceux qui expérimentent. Il faut donc que la science prenne ce qui ressort de ces expériences paroxystiques comme des données classiques, même si elles sont subjectives. Les expériences paroxystiques contiennent deux aspects essentiels. Une composante émotionnelle, une composante d'extase, comme l'appelle l'auteur, et une composante intellectuelle d'illumination. Et ces deux composantes réunies, extase et illumination, extase émotionnelle, illumination intellectuelle, doivent apparaître simultanément pour faire jaillir cette expérience paroxystique. Psychothérapie, fusion entre faits et valeurs. Si la description du monde est aussi une affirmation de nos valeurs, cela veut dire que l'affirmation cognitive est identique à l'attribution des valeurs. En somme, ce qui est devient identique à ce qui devrait être. Les faits deviennent identiques aux valeurs. Les faits, ayant une nature vectorielle, à savoir qu'ils sont dynamiques et pas statiques, permettent d'entrer dans le champ sémantique du terme valeur. Cela brise la cloison entre faits et valeurs tenue par les scientifiques et les philosophes. Si on prend un exemple, sur les caractéristiques de la science définies comme moralement neutres, sans influence sur les fins ou les obligations. Ça revient à ce que disait tout à l'heure au départ l'auteur, l'éthique de la science. Aussi, cela nous amène inévitablement au postulat suivant. Les faits créent ce qui devrait être. Plus une chose est perçue clairement, plus elle devient vraie et indubitable, plus elle devient factuelle et mieux elle nous guide. En ce sens, plus une chose est vraie, plus elle fait apparaître son propre caractère d'exigence, plus elle réclame certaines actions plutôt que d'autres. Cela abonde l'idée socratique que l'homme ne choisira jamais le mal à la place du bien en connaissance de cause, et que le mauvais choix est dû à un manque de connaissance. Agir en connaissance des faits
implique qu'il nous guide et nous indique quoi faire. L'auteur, évidemment, veut appliquer cela à la psychothérapie, répondre aux questions sur l'identité, ou au conditionnel type « Que devrais-je faire dans cette situation ? Dois-je vivre ? Dois-je mourir ? Dois-je divorcer ? Dois-je rester ?» etc. L'enseignement psychothérapique dit que le meilleur moyen de répondre à ces questions est de connaître sa vraie nature, de savoir qui l'on est. Ce qui devrait être passe par ce qui est. Par conséquent, le psychothérapeute aide le patient à rechercher ce qui devrait être en passant par la réalité des faits. Découvrir une vraie nature est à la fois une quête de l'idéal et une quête de ce qui est. Une autre fusion entre faits et valeurs est aussi l'acceptation de revoir ses attentes en baisse par rapport à la réalité. On se rend compte qu'on est loin de ce qui devrait être. On a l'idéal qui se rabaisse vers la réalité. On a évidemment l'inverse, la réalité qui monte vers l'idéal, ça c'est sûr. Donc ça fait deux voies. Et enfin, l'auteur définit une troisième voie, qui est la conscience unitive, c'est-à-dire la capacité à percevoir dans les faits ce qui est la particularité, et dans le temporel et l'universel, le momentané éternel. Ça c'est un peu compliqué, c'est vrai. Donc je la refais, la troisième voie, c'est la conscience unitive, c'est-à-dire la capacité de percevoir dans les faits ce qui est la particularité et l'universel, et de percevoir dans le temporel le momentané et l'éternel. Voilà, arriver à faire la bascule entre ce qui est particulier, ce qui est universel, et ce qui est dans l'instant et qui va durer en même temps. Voilà, ça c'est la conscience unitive. La créativité. Le lien entre créativité et psychothérapie est rarement mis en avant, alors que c'est un lien très important pour l'auteur. La créativité peut se manifester dans tous les domaines perceptifs, cognitifs, expressifs, comportemental, émotionnel et conatif. Même si on a l'impression que la création est un éclair de génie, il ne faut jamais oublier que toute création s'accompagne d'un travail d'arrache-pied. Une fois libérés de nos contrôles, de nos refoulements et de notre défense, c'est à ce moment-là que la créativité explose. C'est aussi pourquoi la psychothérapie, soit en réalité la descente vers les couches profondes de la personne, ordinairement refoulée, peut libérer la créativité lorsqu'on arrive à la faire progresser. Les psychanalystes nomment processus primaire et processus secondaire deux types de processus. Le processus primaire, c'est le processus inconscient. Le processus secondaire, c'est les processus qui sont conscients, type logique et raison. Lorsque chez un individu, des barrières sont dressées entre les deux processus, on peut considérer qu'il est divisé. Résultat, il est aveugle d'un point de vue cognitif sur une partie de lui-même, des autres et de son environnement. Pour l'auteur, cela veut dire qu'il est malade et ne peut être heureux. Un sujet sain et créatif, un individu bon comme on l'a dit tout à l'heure, ou un humain complet, est celui qui arrive à fusionner processus primaire et processus secondaire. L'inconscient n'est plus effrayant, le sujet peut vivre avec dans une démarche volontaire. On note d'ailleurs que l'équilibre homme-femme est en lien avec ça. Un homme complet aura besoin d'une femme complète pour y arriver et vice-versa. La stigmatisation de l'inconscient comme le voyait Freud est donc une erreur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la névrose. N'être que rationnel et logique, que scientifique, sans être illogique, donc poète par exemple, est une perte. Le besoin de renouvellement sur le plan technique et les avancées rend obsolètes tous les enseignements. Aussi, comment fournir un enseignement logique ? Les valeurs ontiques. La hiérarchie des valeurs dont les valeurs ontiques sont le summum est en partie déterminée par les besoins fondamentaux que les besoins physiques dominent, et ensuite besoin d'accomplissement de soi, sécurité, etc. Ainsi, pour tendre aux valeurs ontiques, il faut d'abord répondre aux besoins des valeurs moins élevées. Les valeurs ontiques ne sont pas hiérarchisées, contrairement aux besoins physiologiques. Ceux qui vivent les valeurs ontiques jouissent davantage de la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, car ils les considèrent comme sacrés. La préférence pour les valeurs ontiques repose donc sur la satisfaction des valeurs moins élevées qui leur sont prédominantes. Tout ceci induit que pour préférer les plaisirs supérieurs, si on prend la musique, Beethoven, aux plaisirs inférieurs, si on garde la musique, on va dire Jennifer, il faut que les conditions du choix soient pleines et entières et qu'il n'y ait pas de biais. Un conditionnement négatif va porter les gens à s'habituer et à ne plus voir les effets d'un négatif. Par exemple, si on vous balance toute la journée Jennifer à la radio, vous allez finir pour vous habituer à écouter Jennifer.
hein. Et pour pouvoir choisir, il faut que les possibilités soient présentées équitablement. D'autant plus que de nombreuses expériences montrent qu'il y a des éléments extérieurs, type propagande, pression sociale, euh, rabâchage, on a envie de dire même quand on parle de l'art, peuvent altérer la liberté de choix, notamment chez les personnes conformistes, mais aussi chez les jeunes. Si on va plus loin, la névrose, par exemple, est un puissant agent destructeur du choix. De même qu'il est possible de définir une santé mentale déficiente par des choix de consommation destructeurs, drogue, alcool, travail inadapté, ou, à contrario, un facteur de choix des valeurs antiques est l'absence de pression sociale. L'éducation humaniste. Actuellement, l'éducation consiste à faire rentrer le plus grand nombre de faits dans le plus grand nombre d'enfants. La créativité est mise de côté, on cherche à faire mémoriser et apprendre comment se tenir, comment faire des trucs, voilà. Les pensées et les réflexions personnelles sont mises de côté. Et on peut même se demander jusqu'à quel point l'apprentissage est soutenu par l'ignorance. L'école doit aider à trouver sa vocation, mais comme elle n'enseigne pas de valeur, c'est très compliqué. Du point de vue de l'auteur, c'est d'ailleurs peut-être mieux comme ça qu'elle ne s'occupe pas de l'éducation sexuelle, ou du moins à son époque pas encore. Si on doit définir l'objectif de l'éducation, c'est l'accomplissement de l'individu, et non l'amoncellement de capacités. L'éducation doit viser l'humanité complète, le développement le plus élevé qu'un humain puisse atteindre. Ce qui ne veut pas dire que le conditionnement, comme réagir à la vue d'un feu rouge, ou connaître par cœur une liste de mots, de vocabulaire, est sans intérêt. Mais ça ne doit pas se cantonner à cela. L'auteur, dans son livre, imagine l'université idéale. Elle n'aurait ni diplôme, ni matière imposée. Son objectif serait la découverte de l'identité, soit la découverte de ses désirs, un mode de vie qui les exprime, puis son corollaire, la découverte de la vocation. On passerait ensuite à un enseignement technique. Pourquoi ne pas essayer que l'éducation soit un déclencheur d'expériences paroxystiques ? Appuyer les points forts de l'enfant, s'assurer que ses besoins fondamentaux sont satisfaits. Si on doit faire un commentaire sur ce livre, déjà c'était un pavé, vous l'avez vu au départ, il y a énormément de choses. Maslow, il a une carrière très longue, extrêmement riche, et on a affaire à un livre qui est à moitié un livre de synthèse de ses travaux, une espèce d'essai, et à moitié des pistes de poursuite de travail pour les gens qui vont venir derrière lui. Donc c'est un livre qui est très confus, qui est très riche. J'ai essayé de regrouper certaines idées, de faire des paragraphes qui s'inspiraient même, qui sont des morceaux de texte, pour essayer de faire passer les grands thèmes abordés dans ce livre. Ce qu'on peut dire, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que d'une part, c'est mine de rien, c'est quelqu'un qui critique énormément notre société actuelle, et pourtant il est que dans les années 60, mais il avait déjà identifié des gros problèmes. On repense au manque de sacralisation, donc qu'on a évoqué, à la répartition des richesses, qui indique que nous sommes dans une société à synergie faible pour lui. Et donc, effectivement, je pense qu'il serait très critique vis-à-vis de toutes les politiques qui sont menées, et notamment cette valorisation de l'égoïsme qui fait des névrosés à la fin. Il l'a dit. Moins vous avez de valeur, plus vous êtes sujet ou perméable à de la névrose. Et donc, à un moment donné, à n'être pas des individus sains. Voilà. Ça, je pense que c'est la première idée intéressante, la première critique intéressante qui vraiment mérite d'être soulignée dans ce bouquin. Le deuxième commentaire qu'on peut faire, c'est l'idée qui est bien développée dans le livre et qui est bien expliquée et qui traverse le livre sur le thème de être un humain complet, c'est cette idée de processus actif. C'est-à-dire que pour pouvoir savoir si vous êtes sur le chemin de la complétude, de l'humanité complète, en gros, il faut pouvoir identifier le fait que vous ayez une volonté de vous améliorer en continu. Cette volonté de s'améliorer en continu, c'est un signe de bonne santé mentale, pour l'auteur. En tout cas, c'est sa thèse. Ce travail qu'on effectue, chacun, sur soi-même, tous les jours, répétitivement, ça va permettre d'identifier si on se sent bien ou si on n'est pas bien, si on est en train d'atteindre l'humain complet ou si on est sur la voie de la névrose. Pour l'auteur, ce qui est important, en fait, c'est de se dire qu'on va essayer d'atteindre la référence. Donc la référence, ce sont les meilleurs d'entre nous. Il le dit au début du livre, voilà, on prend les meilleurs. Voilà, c'est ça le point de référence. Donc pour nous, je fais une transition bête, mais
en athlétisme, le meilleur coureur de 100 mètres, c'est Usain Bolt. Bon, bah, comment je fais pour tous les jours améliorer ma performance pour atteindre, ou du moins me rapprocher le plus près d'Usain Bolt. Et ça, dans tous les domaines. Il y a une chose qui est très importante dans cette idée de processus actif, et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ça se fait par couches successives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer du McDo au caviar. C'est pas possible. On ne peut pas passer de Jennifer à Beethoven. Ça non plus, c'est pas possible. Il y a un travail entre les deux. Il y a une progression, une construction qui doit être faite. Cette construction, cette volonté de s'améliorer, de chercher les choses les plus fines, les plus belles, je dirais les plus savoureuses peut-être. Voilà, cette finesse, hein, ça pour l'auteur, c'est un signe de bonne santé et c'est un signe sur le fait que vous êtes en train d'essayer de devenir un humain complet. L'autre commentaire, le troisième qu'on pourrait faire, c'est ne pas oublier également, hein, que être un humain complet, c'est une difficulté à définir. Hein. Donc c'est bien pour ça que l'auteur nous parle de volonté. Parce que cette définition, elle est très compliquée pour deux bonnes raisons. La première raison, c'est qu'à chaque fois qu'on va passer à un niveau de besoin, il va être considéré comme normal et on va l'oublier. Donc on est naturellement, entre guillemets, orienté par son intérêt personnel et son intérêt direct. Et la deuxième chose, c'est que les valeurs ontiques de chacun, hein, les valeurs, je dirais cardinales, celles qui font de nous des humains complets, elles ne sont pas hiérarchisées, et elles varient selon l'individu. Donc on a en face de nous une espèce de spectre là. On a un processus naturel qui vise à s'améliorer et on a un processus, je dirais spatial plat comme ça, qui fait que ça dépend où est-ce qu'on veut aller, comment ça marche. Et donc c'est bien pour ça que pour l'auteur, la priorité, c'est cette volonté d'aller plus loin que l'intérêt, que je dirais que l'intérêt personnel normal, qui vise à combler ses besoins et après à pas forcément se rendre compte de où est-ce qu'il peut aller. C'est cette volonté-là. Et voilà, je tenais à rappeler ce point parce que c'est vrai que la définition de l'humain complet est pas évident. Et enfin, je voudrais conclure ce commentaire par un point sur une vision, sur un propos qui est relativement visionnaire, hein, je trouve, de la part de Maslow. Pour ceux qui font du tertiaire et qui font de la formation en entreprise, dans ce livre, il y a énormément de choses qui sont actuellement utilisées. Donc on est 50 ans après, qui sont actuellement utilisées, mais qui sont utilisées, je pense, depuis quelques temps, mais qui se sont vraiment affinées, qui n'ont pas été démenties sur le management en entreprise. Comment satisfaire, de quoi se préoccuper, comment essayer d'améliorer le quotidien de ses collaborateurs pour qu'ils aient un meilleur rendement sans se poser uniquement sur la performance chiffrée. Voilà, ce genre de choses. Je l'ai dit au départ, il a beaucoup travaillé dans le milieu de l'entreprise, ça se sent. Et les tendances qu'il a données, alors je sais, moi je suis pas maître pour juger si c'est les meilleures ou pas, mais en tout cas pour l'instant elles sont encore utilisées. Moi je l'ai vécu avec ma propre expérience, j'ai encore fait une formation il n'y a pas longtemps de management de je sais pas quoi là, et il y avait énormément de choses qui découlaient je dirais de l'esprit et des analyses de Maslow. Donc à ce titre-là et à cet égard-là, on peut lui rendre hommage quand même. Et on peut voir que c'est un travail, bien qu'il soit extrêmement complexe, est de très bonne qualité et a été quelque chose de constructif à lire. Voilà, merci à tout le monde. On est en décembre là. Non, on est encore en novembre. Non, on est le 27 novembre. J'avais enregistré avant une bonne partie, mais le montage s'est fait que maintenant. Je vous embrasse tous. Ne vous laissez pas prendre la tête par personne. Et lisez. Hein, construisez musclez vos synapses et musclez votre réflexion. Je vous embrasse fort. À bientôt.